Chers lecteurs de réalité online, marhaba bikum. Nous, on a un invité spécial, Madame Sonia Béchir, docteur marhaba bik. Merci de nous recevoir. Vous êtes ancienne ministre de la Santé et actuellement dirigeante au sein de Tahia Tounes. On voulait aborder avec vous la situation sanitaire à Tounes. Tout d'abord, pour commencer, puisque le poste du ministre de la Santé est actuellement vacant, est-ce qu'on vous a proposé, le portefeuille ou dans le cas où est-ce que vous êtes prête à l'accepter? Bon, à ma connaissance, le poste n'est pas vacant. Il y a mon... L'intérim, tout à fait. Oui. Alors, il y a aussi Fawzi Madji, professeur Fawzi Madji, qui est en poste actuellement. Donc, il n'a pas été limogé à l'instar des autres ministres. Donc, il est toujours en fonction. C'est un collègue et on appartient au même département, en fin de compte. Et là, on va avec l'équipe actuelle qui est en grande partie l'équipe avec qui j'ai travaillé jusqu'à 27 février 2020. Donc, mes sincères salutations. Donc, si on vous propose un poste au cas où, vous serez prête à... je vais essayer de cumuler mon poste de responsable au parti Tahia Tounes ainsi que mon ancien poste de ministre de la Santé et de la Jeunesse et Sport aussi, parce que santé c'était par intérim. Ouais. Nous, si on avait voté au fait le gouvernement de Hichem Chichi en mois de début septembre 2020, parce qu'on s'est mis d'accord à ce que le gouvernement soit apolitique et de technocrate. Donc je vois mal une proposition dans ce sens, vu que le parti était clair dans sa décision, si on avait voté ce gouvernement, parce que c'était un gouvernement de personnalité technocrate et apolitique. Très clair. Et d'ailleurs, même lors du dernier vote, il y a des députés de Tahia Tounes qui n'ont pas voté pour des personnes où on suspectait qu'il y avait une note politique masquée chez certaines personnes. D'accord, c'est très clair. Passons alors aux choses sérieuses. On va parler du contexte sanitaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le variant entre guillemets tunisien qui vient d'être découvert à Tunis? D'accord. Pour moi, c'est encore tôt, c'est encore précoce de pouvoir parler d'un variant tunisien, made in Tunis, pour la simple raison que les explorations sont en cours. Le séquençage se faisait de façon sur échantillonnage et on savait pertinemment qu'on ne pouvait pas annoncer directement qu'il y a un variant tunisien. Il faut qu'il y ait plus d'exploration, c'est-à-dire autour des 2 cas, dont un est décédé, Allah yarhamou, fi Spital Mongislim. L'autre, c'est un jeune bien portant qui était diagnostiqué positif lors de sa dernière PCR, mais on ne peut pas déjà de prime abord lancer un variant tunisien, entre guillemets, alors que j'ai su que le séquençage n'est pas encore complet, parce qu'il y a plusieurs phases, et en plus des explorations autour des 2 cas, parce qu'en fin de compte, comment on peut dire que le taux de propagation ou de contamination est plus élevé que les variants classiques ou ainsi de suite? C'est grâce aux explorations autour du cas, c'est ce qu'on appelle, grâce à un mass testing, on peut voir réellement ce qui se passe autour de ces 2 cas. Donc je sais qu'à partir d'hier, je pense que les explorations sont en cours autour des 2 cas, donc on ne peut pas dire qu'il y a un variant tunisien. On doit attendre la confirmation définitive de Madame professeure Datrik, et que je salue, à l'Institut Pasteur, qui est responsable d'un de nos plus grands laboratoires et qui est en train de faire un travail colossal, un travail très sérieux. Et la preuve, si elle ne faisait pas de séquençage de façon aléatoire ou elle ne prenait pas d'échantillons, on ne serait pas, je suppose, on n'aurait pas mis en œuvre ce variant à définir encore plus. C'est encore tôt. D'accord, on va venir justement sur la stratégie de lutte, mais si on parlait tout d'abord des vaccins,
Comme vous le savez, les pouvoirs publics ont annoncé qu'ils devraient arriver vers la mi-février. Nous sommes déjà le 22 ou le 23 si les informations sont bonnes. Donc qu'est-ce qui explique ce retard de réception selon vous, docteur Sonia Béchir? D'accord. Alors moi, j'évoquerai deux problématiques majeures. La Tunisie n'est pas seule dans un continent ou dans un monde. On voit ce qui se passe au niveau international et surtout avec les 93 600 doses qu'on attend dans le cadre du programme COVAX, c'est le produit Pfizer. Avec Pfizer ou même autres vaccins, on sait ce qui se passe à l'international, à l'instar de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, et même au Royaume-Uni, on sait qu'il y a un manque énorme pour en fait, constituer un stock stratégique afin de pouvoir vacciner toute personne avec 2 doses. La France a choisi d'arrêter, par exemple, dans des départements, la vaccination, la première vaccination pour de nouvelles personnes, pour la simple raison, le stock qui leur reste, l'ont épargné et l'ont laissé pour les personnes qui ont déjà reçu la première dose. Donc on sait qu'il y a, je dirais, une pression internationale pour l'acquisition de ce vaccin. Donc c'était prévisible parce que la Tunisie ait ce retard d'acquisition, aussi bien dans le cadre au fait, du programme COVAX que dans le cadre de l'acquisition directe par l'achat direct, et la Tunisie est très avancée dans ce sens, et aussi dans le cadre du programme de l'Union africaine, parce qu'on va avoir ces 3 types de coopération pour l'acquisition du vaccin pour les Tunisiens. Moi, je n'avancerai pas des dates précises, je dirais plutôt des périodes, parce que c'est indépendamment de la volonté du ministère, du gouvernement, de l'État tunisien. Là, peut-être les quelques critiques qu'on pouvait dire ou signaler, c'est plutôt dans le sens, peut-être on s'est pris un peu en retard par rapport à la validation et l'octroi des autorisations de mise sur le marché, parce que notre système de soins de santé repose sur un système pharmaceutique qui est vraiment notre, je dirais, notre point fort. C'est le point fort de notre système de soins de santé. Donc, il n'y a pas de produits contrefaits. C'est parce qu'on a une réglementation qui est claire quant à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. Quand on voit jusqu'à ce jour uniquement le produit Pfizer et le Sputnik russe qui ont eu les AMM. L'AstraZeneca, c'est en cours d'acquisition, mais peut-être ces je dirais, les laboratoires, les internationaux ont déposé de façon tardive leur dossier, mais la Tunisie ne pensait pas qu'un jour elle va délivrer ou elle va vacciner sa population avec un vaccin qui n'a pas son autorisation de mise sur le marché, même provisoire, parce que jusque-là, les autorisations qu'on avait données, c'est des autorisations provisoires, mais là aussi, peut-être le retard a eu dans ce sens. Le deuxième point, à part le manque au niveau international, c'est la ratification des lois que les multinationaux imposent pour chaque pays, pour pouvoir remettre le vaccin au pays en question. Je m'explique. Il y a des laboratoires, parce qu'on sait très bien que normalement un vaccin c'est entre 5 à 10 ans entre la production, le développement, la production et ainsi de suite, avec les différentes phases jusqu'à la phase 3, la phase clinique d'essais thérapeutiques. Là, on n'a pas vu ces 8 ans, ces 5 ans, ces 10 ans, c'est une année, et c'est tout à fait normal qu'on exige que s'il y a des effets indésirables ou autres, s'il y a recours au pénal, il faut que les pays qui vont acquérir ces vaccins doivent couvrir leur population. Et vous savez, tout le monde le sait, que maintenant, au niveau de l'Assemblée des représentants du peuple, on est en train de, je dirais, ratifier ces 2 lois, l'une qui est spécifique aux médicaments vaccins, et même la nouveauté, on a su qu'hier, le ministre de la Santé avait évoqué
le texte de loi relatif à la responsabilité médicale et droits du patient. C'est un projet de loi qui est assez ancien. On a commencé à travailler là-dessus depuis 2015 et malheureusement, on l'a présenté à l'ARP suite à je dirais plus que 80 réunions au niveau du ministère, au niveau de l'ARP, pour pouvoir, c'est-à-dire présenter ce texte de loi. Il n'a pas vu le jour et j'espère qu'avec ce qui se passe actuellement, l'ARP mettra ce dossier sur la table et l'ARP considérera que c'est la priorité pour le pays et pour le secteur de la santé en particulier. D'accord. Toujours à propos des vaccins, est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que celui de Pfizer constitue le meilleur choix pour la Tunisie, vu les retards qui ont été cumulés, sachant que d'autres pays voisins, comme vous le savez, le Maroc, l'Algérie, ont déjà reçu leur dose de Sputnik 5, que sont en Algérie ou au Maroc. Est-ce qu'il y a une erreur d'évaluation de la part des pouvoirs publics tunisiens? Est-ce qu'ils ont mal prévu les choses? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? C'est-à-dire, vous considérez que Pfizer est le meilleur pour la Tunisie? Voilà, si selon vous, c'était le meilleur choix. Il n'y avait pas d'autre choix autre que Pfizer, selon vous. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu indirectement à la question. Nous, Tunisiens, on tient énormément à avoir un dossier clair et net et surtout transparent quant aux études de faisabilité concernant le développement jusqu'à la production du produit. Donc, c'est vrai que Pfizer était le premier à déposer ce dossier. C'est tout à fait logique qu'en plus, dans le programme COVAX, où la Tunisie a été parmi les 4 premiers pays de l'Afrique qui vont avoir ces doses-là, c'est ce produit qu'on présente. Moi, d'une façon générale, tant qu'un produit est efficace, indépendamment de son nom ou de son identité en tant que vaccin, moi, j'ai besoin d'avoir, ou je tends vers la vaccination de toute la population éligible de notre pays, parce que si on va voir le côté aussi économique et social, il faut que la roue économique redémarre, et c'est avec cette étiquette d'un pays safe, sécurisé, qu'on va pouvoir redémarrer, parce que on ne doit pas voir les secteurs un à un différemment, mais on doit être uniciste dans notre diagnostic et avoir une vision globale de notre pays. Donc, la vaccination est une urgence, rien que, c'est vrai, une urgence sanitaire, mais aussi, on voit ce qui se passe dans le reste du monde, on commence à délivrer des passeports verts, on commence à penser et songer sérieusement à la réouverture des frontières. Et n'oubliez pas qu'actuellement, on est au mois de fin février, début mars. Et si on veut avoir une saison touristique adéquate et adaptée à nos besoins économiques, it's time, comme on le dit. C'est le temps pour que notre population soit vaccinée de façon, je dirais, majoritaire. D'accord. Ben, si l'on parlait justement de l'action tunisienne, de la stratégie tunisienne face à la Covid-19, là on constate, comme vous savez, une certaine amélioration, notamment au niveau des décès, même si chaque décès constitue une perte douloureuse, au niveau des contaminations. Qu'est-ce qui explique selon vous cette amélioration et quelle évaluation faites-vous de la stratégie tunisienne entamée notamment depuis l'été dernier, la seconde vague, comme on dit communément? D'accord. Alors nous, on voit que aussi, ce n'est pas le cas de la Tunisie uniquement. Quand on voit la courbe au niveau international, c'est-à-dire dans le monde, cette tendance de chute, je dirais, des chiffres, aussi bien des décès que des cas positifs, et international. Et on l'observe depuis le 12 janvier. D'ailleurs, indépendamment que les pays soient confinés totalement ou pas, indépendamment du fait qu'il y a le mass, je dirais, testing ou la masse vaccination des pays, c'est une tendance générale. À partir du 12 janvier exactement, on voit que les chiffres commencent à s'améliorer et tendent vers la baisse. Mais avec l'apparition de ces variants, cette victoire, entre guillemets, sur le virus doit nous pousser à être encore plus vigilants qu'on l'était avant.
Parce qu'au mois d'octobre, fin octobre, on a vu pour le cas de la Tunisie, il y avait une amélioration nette des chiffres. On a vu aussi une chute, je dirais, vertigineuse du nombre de cas de décès, mais après, ça a repris. Moi, je crois énormément aux mesures barrières, au port du masque, au lavage des mains, à la désinfection, à l'aération des locaux et surtout la distanciation physique. Tant qu'on n'a pas pu vacciner plus que 60% de la population éligible au vaccin dans un pays, on ne peut pas se permettre ni un relâchement quant aux mesures barrières qui ont montré leur efficacité. Et là, je tiens bon, et à travers Réalité, là, j'insiste sur ces mesures barrières parce qu'elles sont simples, mais elles sont jusqu'à ce jour, avec le comportement vis-à-vis de ce virus, ce sont les vrais gestes barrières contre ce virus en attendant une large vaccination de notre population. Donc, je reviens pour dire que cette chute des chiffres, elle n'est pas spécifique à la Tunisie. On doit être encore plus vigilant et en attendant qu'il y ait ce vaccin, et on commence à vacciner avec la priorisation déjà établie par le ministère, c'est-à-dire les professionnels de la santé qui sont en front office, c'est-à-dire en contact direct avec les patients Covid. Et après, vous l'avez sûrement vu, cette stratégie, c'est-à-dire passer aux populations avec une comorbidité dont l'âge est supérieur à 65 ans et ainsi de suite. Justement, pour conclure le volet sanitaire, vous avez parlé des gestes barrières qui sont simples à appliquer, mais qu'on voit que partout où ils ne sont pas appliqués, on voit qu'ils ne sont pas appliqués, que ce soit dans l'espace public, dans certaines administrations. Est-ce que c'est la faute du citoyen? Est-ce que c'est une lacune communicationnelle de la part des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter tout le monde à bien les respecter, selon vous? C'est le rôle aussi, non seulement des décideurs du pays, mais aussi le rôle des médias. Moi, j'y crois énormément à la collaboration, à la coopération, parce que peut-être les responsables ne peuvent pas faire ce matraquage pour la population, mais c'est le rôle, je dirais, des médias. Moi, j'y crois énormément, et la personne qui ne travaille pas avec les médias n'a rien compris. Parce que moi, je m'adresserai peut-être à un groupe de 10 personnes, de 15 personnes autour de moi, mais avec l'interview pareil, je pense que c'est large spectre et la taille des personnes qui m'écoutent est beaucoup plus importante. Donc, je reviens pour dire, moi, cette politique de faire peur aux gens, ce n'est pas mon dada. Donc, ce harcèlement aussi ne mène nulle part. D'ailleurs, comme le confinement général, d'ailleurs en France et partout ailleurs en Europe, on est en train de réviser ce qu'on a fait au mois de mars, avril, mai 2020. Ce confinement général, cette restriction à une liberté des personnes. Là aussi, moi, j'ai discuté avec un groupe de psychiatres, je leur ai dit pourquoi on ne fait pas une petite étude pour voir l'impact psychologique de cette pandémie sur les personnes qui ont eu le Covid, qui ont attrapé le Covid, les personnes qui entourent aussi les malades Covid et même la population générale. Donc, faire peur, dire toujours que c'est le peuple qui n'a pas respecté ces mesures et ainsi de suite, moi je n'y crois pas énormément. Moi je crois à une vraie communication, à l'information, à je dirais, utiliser un langage pour expliquer aux gens, parce que les gens, quand ils n'ont pas la vraie information, pourquoi on leur demande de porter un masque alors qu'ils ne savent pas pourquoi le mettre, pourquoi se laver les mains, pourquoi aérer les espaces, pourquoi respecter cette distanciation physique. Moi, je pense que Tounsi Wei, comme on le dit, Tounsi est très bien informé. Il suffit, sans l'harceler, sans le matraquer, sans lui faire peur, ça ne mène nulle part. Il faut lui expliquer calmement, même s'il faut distribuer des flyers, des dépliants, avec le média, avec ce qu'on a comme Facebook, Instagram, Twitter maintenant,
le message passe. Allant du simple citoyen qui a la radio chez lui, qui a la télé chez lui, allant vers les personnes qui sont encore mieux connectées, je dirais. Donc les moyens sont là, on doit utiliser ces moyens et lui rappeler à chaque fois. Parce que moi je me mets à la place de ce citoyen lambda qui voit que hier il y avait moins de 30 décès, qui voit que la courbe est en train de chuter et qui voit dans son entourage où il n'y a pas eu de cas graves, parce que les asymptomatiques, il ne faut pas les oublier. Donc, comment le convaincre qu'il doit porter ce masque et que peut-être pas peut-être, parce que grâce à ce masque, il n'y a pas eu de cas autour de lui et qu'il n'y a pas eu cette contamination et ce passage au cas grave. Donc, pour résumer, c'est la communication, c'est l'information et c'est la pérennisation de cette information. C'est comme ça qu'on pourra... Parce que, en fin de compte, nous, on ignorait, jusqu'à ce jour, on ignore qu'est-ce que réellement ce virus, avec ses mutations, avec ses variants et ainsi de suite. Que dire, nous, c'est-à-dire médecins, que dire de Mouatan Hadi? Mais enfin, c'est pas en lui faisant peur, en le séquestrant, qu'on va pouvoir faire avancer les choses et le convaincre de porter le masque, parce que l'information qui circule maintenant, c'est le jour où on va se faire vacciner, demain vous pouvez vivre normalement. Loin de ça, loin de ça. Et d'ailleurs, hier j'ai vu un article qu'on est en train d'expliquer l'espacement des vaccins, c'est-à-dire entre les deux doses. Avant, on parlait de 28 jours et de 21 jours, ça dépend du vaccin. Maintenant, il s'est avéré qu'avec l'Oxford, par exemple, là, 3 mois, c'est mieux que les 6 semaines qui sont préconisées entre les deux doses. Donc, si on veut avoir cette étiquette et ce label de safe, il faut être patient et respecter encore plus ces mesures barrières. Tout à fait. C'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Tout à fait. En tout cas, merci pour ces éclaircissements, Madame Sonia. Vous êtes, je rappelle, l'ancien ministre de la Santé. Merci de nous avoir reçus et on espère de vous retrouver bientôt. Merci. Merci.